c'est. C'est un institut criminel qui a tiré des conclusions qu'il a prétendues scientifiques sur des expérimentations abominables qui ont été faites sur plus de 2000 enfants qui ont été torturés et violés par des pédocriminels. Ce sont les conséquences de ces expériences abominables qui servent de base à toute l'éducation sexuelle et à toute la théorie du genre qui circule aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs années que des intervenants extérieurs vont dans les lycées et apprennent aux jeunes gens et jeunes filles, on leur parle de sodomie, de ceci, de cela. On leur montre des films pornographiques, on leur montre des sexes en érection. La France a donné sa voix aux Nations Unies pour donner l'accréditation à une organisation pédocriminelle. Savez-vous que les pédophiles sont de plus en plus jeunes et que maintenant des enfants violent des enfants ? Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma avec Maxime Gabriel, avec Frédéric Pic. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Anne. Je vous emmène tout de suite voir Marie Heurtin, que je suis seule à avoir vue, mais c'est très beau. Nous sommes à la fin du 19e siècle, près de Poitiers, dans le château de Thanay. C'est une institution pour éduquer les petites filles, une institution religieuse, pour éduquer les petites filles sourdes et muettes. Arrive une petite fille dont personne ne veut parce qu'en plus elle est aveugle. Elle est amenée par son père qui est un peu désespéré parce que personne ne veut l'éduquer. Et sœur Marie, jouée merveilleusement par Isabelle Carré, va comprendre que c'est la mission de sa vie que de libérer cette petite fille de son enfermement, de son triple enfermement. Et c'est donc la bataille de l'éducation de cette petite fille qui nous est présentée. Et c'est une éducation sensorielle absolument extraordinaire, un apprentissage sensoriel, psychologique et religieux, puisqu'on apprend même à accepter la mort dans ce film. Les deux personnages principaux, trois personnages principaux sont très bons. La religieuse, Isabelle Carré, la petite jeune fille qui est dans la vie sourde et muette, mais qui n'est pas aveugle, Ariana Rivoire. On voit sa métamorphose au long du film, c'est inouï. Et puis la mère supérieure, qui a un très beau rôle aussi. C'est un livre profond, c'est un livre... Un film. C'est un film très profond. C'est un film très profond, mais mon lapsus est révélateur, c'est comme un livre. C'est vraiment très nourrissant et on peut y aller en famille. Je vous propose la bande-annonce. Aujourd'hui, j'ai rencontré une âme toute petite, toute fragile, une âme emprisonnée. Mais une âme que j'ai vue briller de mille feux à travers les barreaux de sa prison. Comment communiquer avec cette petite enfermée dans la nuit et le silence? Comment parvenir à lui parler, à l'écouter, ensemble? Comment est-ce de vivre dans l'obscurité la plus totale et le silence absolu? Et comment vous y prendriez-vous? La langue des signes. Mais elle est aveugle. Je lui ferai les signes dans la main. Cette petite est sourde et aveugle de naissance. À force, son intelligence s'est certainement racornie. Couteau. 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 Ma mère! Mais elle signe le mot couteau, ma mère. Et avec vos problèmes de santé... Mes poumons causeront certainement ma mort, mais enfin d'ici là... Je voudrais terminer ma tâche avant de quitter ce monde. Elle vous dit qu'elle est contente et qu'elle vous aime. Je suis tellement heureuse. Elle est ma joie. Elle est la fille de mon âme, la lumière de ma vie.
Voilà, c'est une histoire vraie. Et vous avez entendu cette maternité spirituelle, elle est la fille de mon âme. Je trouve que c'est très beau et je pense qu'il y a un certain nombre de femmes qui n'ont pas d'enfants mais qui ont des filles de leur âme qui aimeront aussi cette très belle histoire. Mais rien que la bande-annonce est très touchante en fait. Ça donne envie, vous voyez, d'arrêter l'émission et de partir, je ne sais pas, méditer ou prendre un bon thé ensemble. Ben, Je suis moins sensible que vous à ce genre de film. Mais je pense qu'effectivement, Isabelle Carré, c'est tout à fait le genre de film où elle doit exploser. Elle est angélique, elle a un visage absolument fantastique, une joie intérieure, une joie extérieure, une volonté de sortir, encore une fois, de se battre contre cette malédiction. C'est assez fantastique. Moi, j'avais beaucoup aimé Les Émotifs Anonymes, dans lequel elle jouait aussi. Oui. Qui était un très bon film, très touchant, avec Danny Boone aussi, qui pour le coup était moins dans le comique gras, mais beaucoup plus dans l'aspect. Vaut mieux, parce que comme comique, je pense qu'il y a mieux que Danny Boone. C'était très juste. Bon, alors, comment ça s'appelait? Les Émotifs Anonymes. Oui, c'est ça, absolument, je l'ai vu. Alors, messieurs... Isabelle Carré est très très bien dans ces rôles-là. Ah oui, parce qu'elle est toute en émotion, en sensibilité. C'est une très très bonne actrice. C'est une bonne actrice. Alors, messieurs, à vous, qui lance le débat? Vous avez vu, Frédéric? Interstellar, peut-être, puisque j'en avais parlé, et tu as jeté un coup d'œil dessus, qui a été entièrement démoli par Le Masque et la Plume. Ah non, je ne l'ai pas encore vu. C'est très difficile d'avoir une séance, parce que comme c'est un film qui dure 2h49, les horaires ne sont pas toujours très évidents, surtout quand on ne veut pas se coucher à 2h du matin, et de surcroît, les séances sont souvent pleines, donc c'est pas si simple que ça d'aller le voir, mais j'irai le voir pour la semaine prochaine. Bon, alors Frédéric, la prochaine fois, je viserai le cœur? Ah, la prochaine fois, je viserai le cœur, dont on dit du bien, dont on. Moi, je n'ai pas aimé du tout. Mais comme disait mon grand-père, on est un con. Je pense que ça résume si bien. Je n'ai pas aimé du tout. Guillaume Canet est bon, c'est un bon acteur, mais enfin, c'est pas parce qu'il tremble, c'est pas parce qu'il se met dans un coin, parce qu'il n'est pas bien dans sa peau. Évidemment, c'est un serial killer. Donc, on reprend l'histoire du tueur de l'Oise. C'est basé sur le fait réel. Alors, on est avec ce mec-là. Un tueur d'où? Le tueur de l'Oise. De l'Oise, ah très bien. Qui a défrayé la chronique il y a quelques dizaines d'années, moi non plus. Moi non plus. Et donc, c'est un tueur qui prenait des jeunes filles en voiture, les bousillait, une balle de revolver, bon, mais il les jetait sur le bas-côté. Bon, il était pas très bien dans sa peau, je pense. Et le film est ennuyeux au possible. Parce que c'est même pas un petit film télé, je préfère voir les vraies émissions de télé. On voit, ça passe du commissariat. Alors évidemment, ce qui est un peu original, c'est que le tueur était effectivement, ça c'est la réalité, et le film le montre bien, c'était un gendarme. Donc, il participe aux recherches, et puis à un moment, on lui confie les recherches. Donc, il est coincé à un certain moment, il se fait arrêter. Mais alors, tout le film, d'abord, l'atmosphère est déprimante, parce que c'est l'hiver, on voit les bas-fossés, les arbres nus, il y a de la boue partout, enfin, c'est déprimant possible. Dans le commissariat, bon, vous voyez ce que peut être les conversations d'un commissariat. Et puis ensuite, on le voit, alors il en tue 3 ou 4, je ne sais plus, c'est toujours la même chose, il monte dans la voiture, il les tue, etc. Bon. Aucun intérêt. Bon. Malgré la performance, entre guillemets, de Guillaume Canet. Favela? Ah, Favela, ça c'est autre chose. Favela, c'est un film donc américain, mais qui se passe au Brésil. J'ai beaucoup aimé, mais peut-être que c'est mon tropisme brésilien, puisque j'ai vécu au Brésil. Oui. Mais c'est vrai, c'est un film intelligent, parce qu'il montre, à propos, si vous voulez, d'une histoire. Bon, l'histoire, c'est 2 jeunes gamins de 14 ans, miséreux, qui viennent des favelas, qui sont dans une décharge municipale, et ils sont tous à ramasser les ordures, comme aux Indes, pour essayer de survivre. Et ils trouvent un portefeuille dans lequel il y a des photos, une clé d'un coffre, etc. Et on apprendra. Alors, ils vont se lancer un peu à la piste, sur une piste, parce qu'il y avait un peu d'argent aussi dedans, donc ils se disent qu'est-ce qu'il peut y avoir. Un commissaire de police vient interroger, parce qu'ils cherchent, ils savent que dans les ordures il y avait ça, donc c'est tout un thriller, ou une enquête en tout cas, parce que ça met en cause un avocat qui était en prison pour cause politique, et ça met en cause le maire de la ville, qui est entièrement pourri, corruption, etc. Classique au Brésil, ça se passe à Rio de Janeiro, classique. Quand moi j'étais à Rio de Janeiro il y a 50 ans, c'était la Cerda c'était les gros scandales. Je pense que Rio de Janeiro, c'est une des plaques tournantes de ça. Donc, les gamins sont extraordinaires. On les voit sans arrêt dans les favelles, à sauter d'endroit en endroit pour échapper aux flics, parce que ce sont des courses-poursuites sans arrêt. Ils sont très Yamakasi, hein.
parce que alors on les voit vraiment, ils sautent dans la rue, ils traversent au milieu des voitures. C'est assez prenant, c'est bien filmé, c'est vraiment un beau film, c'est intéressant. En même temps, ça nous montre que ce pays est un pays peut-être un des plus beaux du monde, ça j'en suis persuadé, mais un des plus criminogènes et un des plus ratés sur le plan social. Même si Lula a fait faire des progrès, alors il y a le petit côté finalement revendicateur, oui, quand nous serons tous dans la rue, ça changera. Je ne pense pas que ça changera trop. Et le seul reproche qu'on peut faire, c'est qu'il y a quelques scènes qui sont inutiles, d'autres auraient dû être un petit peu raccourcies. On aurait enlevé 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est un film très intéressant, allez le voir, c'est très, très jouissif. Merci Frédéric. Quand vient la nuit ? Quand vient la nuit, nous l'avons vu tous les deux, je l'ai vu très récemment. À vous Maxime. Et moi je l'ai vu hier soir, vous aussi. Oui, donc, absolument. On est encore tout frais dans le film. De Michael Radcam, exactement. Qui est celui qui avait fait Bullhead, qui était un film très très intéressant. Mais c'est encore un film qui est vraiment intéressant. Alors ça se passe aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai oublié dans quelle ville. Non, on ne sait pas exactement. Non, c'est pas New York, c'est pas Chicago non plus. Je n'ai pas relevé dans quelle ville c'était. Bon, peu importe. Mais en tout cas, la plaque du pompier porte une double lettre de ville. C'est pas non plus San Francisco, peut-être San Diego. Non, peu importe, on s'en fiche à vrai dire. Mais je vois que vous regardez les films avec infiniment de précision, parce que relever les plaques numérologiques. Ce n'est pas les plaques numérologiques. Vous savez, aux États-Unis, sur les voitures de police ou de pompiers, on écrit toujours, par exemple, NYPD pour New York Police Department ou FD pour Fire Department. En général, c'est quand ce sont des plans qui sont peu intéressants, parce qu'une voiture passe comme ça, qu'on regarde les détails. Bravo, Maxime. Exactement. Donc, l'histoire est au début assez simple, c'est-à-dire qu'on est dans un bar et la voix du narrateur nous explique que la mafia tient la ville, grosso modo. Tchétchène, on le découvre par la suite, et que tous les soirs, un des nombreux bars qu'il possède en sous-main est chargé de recueillir l'argent sale, puisque donc, les gens qui sont en charge de cet argent sale viennent le déposer au bar. Ils appellent ça un bar dépôt. Ils changent dans la ville de bar dépôt. Voilà. Ça va donner des idées en France. Et une bonne matière pour la reconversion professionnelle. Je pense qu'à Nice, où la mafia tchétchène est importante, doit connaître le système des bars dépôts. Et donc nous sommes dans un de ces bars dépôts qui s'appelle le bar de Marv. Marv étant un Américain d'une 50aine d'années, un petit peu gros, assez bonhomme, etc., qui travaille avec celui qui est son cousin. Alors Marv semble être irlandais, le cousin a l'air polonais, mais bon, c'est les États-Unis, c'est le melting pot universel. Et donc on suit ce gentil, dont j'ai oublié d'ailleurs le prénom, mais peu importe, qui a l'air du brave gars, qui trouve un moment un chien dans une poubelle, qu'il recueille, etc. Un petit pitbull, oui. C'est pas inintéressant d'ailleurs, parce que le chien est quand même une clé de son aventure sentimentale. Absolument. Et petit à petit, les nœuds se défont et on comprend que les gentils ne sont pas vraiment gentils, que les méchants sont vraiment méchants pour le coup, mais pas tous, et que ce petit bar qui est en même temps une plaque tournante du crime, en tout cas d'un point de vue financier, est aussi une plaque tournante du crime tout court. Alors, il y a quand même quelques scènes qui peuvent être un petit peu de l'ordre de la charcuterie. Dur. J'aime bien vos comparaisons. Il y a des morts. Sanglantes, oui. Il y a des morts. C'est léger par rapport à ce qu'on voit dans les jeux vidéo. Donc, non, allons-y. C'est pour tout public. Non, c'est très, très intéressant parce que c'est un film, d'abord, qui est très bien filmé. Il y a une atmosphère qui est un peu pesante. C'est un film où on ne vous balade pas, c'est-à-dire que, comme tu disais, on dénoue des nœuds, mais par petites touches, c'est comme un pan. Par petites touches, on avance dans le film, on a toujours quelques surprises, mais on ne sait pas où on va aller. On ne sait pas l'aventure avec cette fille, parce qu'il a trouvé un pitbull dans la poubelle, il l'a pris, etc. Il y a quelqu'un qui a son pitbull, c'est un gangster, on ne sait pas. Et tout ça, ça se marie très bien, ça s'explique très bien, et ce qu'il y a de remarquable, ce sont les dialogues. Parce que les dialogues sont pas énormes mais forts. Très forts. Ils sont très intéressants, les dialogues. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Je recommande ce film parce que je pense que dans le genre, il n'y en a pas beaucoup comme ça. C'est vrai, c'est très réussi d'un point de vue du suspense. C'est très réussi parce que jusqu'à la fin, on tient avec le double suspense parce que le bar se fait attaquer en fait au début, c'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure dans mon résumé. Le bar est attaqué au début par deux types cagoulés. Et donc
on va chercher à découvrir qui a volé. Les Tchétchènes veulent se venger, naturellement. Les Tchétchènes veulent se venger. Donc à la fois, on va chercher à savoir qui sont les voleurs, puis on va comprendre qu'il y a eu autrefois une histoire de meurtre et qu'on essaye plus ou moins de résoudre, mais il y a très longtemps. Et puis il y a une histoire d'amour qui naît avec ce jeune barman. Et puis tout s'enchaîne, tout s'enchevêtre. Et c'est croisé, c'est ça qui est intéressant. Là, on a 2-3 plans sur 2 personnages ensemble, et puis ensuite les autres, mais tout ça, c'est un maelstrom qui coule de source, et à la fin, on se dit, j'ai passé un très bon moment, c'est un film remarquablement fait. C'est parfaitement bien mené, on ne s'ennuie pas. Et puis, il y a aussi la dimension un petit peu spirituelle du personnage qui est intéressante, puisque ce personnage... Référence à Dieu, beaucoup. En permanence, ce personnage va très souvent à l'église, et il ne communie jamais. Et au début de l'enquête, qui est une enquête policière aussi en parallèle, le policier en charge de l'enquête se révèle être un des amis d'église, si j'ose dire, ou en tout cas quelqu'un que le héros rencontre assez régulièrement à l'église. Donc il y a cette espèce de connivence entre les deux, et il lui demande « mais pourquoi est-ce que vous ne communiez jamais ?» Voilà. Alors je ne dévoile pas le fin mot de l'histoire. Il y a une phrase aussi qui est assez intéressante. Alors vous voyez, on fait un lien sur le patrimoine parce que la fameuse église dans laquelle ils vont va être vendue, et ce flic dit « bientôt tout ce qu'il nous restera, c'est des immeubles avec des vitraux à l'intérieur. » Voilà. C'est finalement un vrai discours de les dialogues sont très très bien. Eh bien merci, vous nous avez donné envie d'aller voir Favela, Quand vient la nuit. Et vous voyez si vous m'accordez quelques secondes. Absolument. Alors ce que je voulais noter, enfin ou dire, c'est qu'effectivement en ce moment il y a une exposition SAD, le sadomasochisme, qui est au musée d'Orsay. Oui. Et à propos de ça, il y a quand même toute une rétrospective cinématographique autour du sadisme, du sadomasochisme. Bon, il y a quand même des films intéressants, puisque vous avez des films comme Peeping Tom de Pressburger et son acolyte, le nom m'échappe pour l'instant. Donc ça s'appelait Le Voyeur. Vous avez des films de Louise Buñuel comme La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, comme L'Âge d'or. Vous avez Queen Kelly d'Eric von Stroheim. Vous avez évidemment Pasolini, Salo ou les 120 jours de Sodome. Donc effectivement, c'est un cinéma qui est un peu spécial sûrement. Les chasses du comte Zaroff, quand même, un must, un incunable dans ce genre sadomasochisme, ce qui n'est pas automatiquement sexuel. Hein. C'est le sadomasochisme dans tous les sens du terme. Il y en a qui c'est... Bon, les chasses du comte Zaroff, c'est... Bon, je veux bien, c'est un peu aux marges de ça. Mais je pense qu'il y a des bonnes choses à aller voir, et surtout des films qu'on voit très peu, qui se donnent là. Voilà. Donc je pense qu'il y a des choses à voir. Chacun de choisir. Chacun de choisir, et puis je donne le 3e film, donc d'un genre tout à fait différent, Marie Heurtin. Oui. J'ai oublié de dire... On passe du coq à l'âne, si je puis dire. J'ai oublié de dire que c'est un film qui est fait aussi pour les sourds muets, puisque tout est fait dans le langage des signes, et que quand il y a de la musique, il est écrit en dessous violoncelle mélancolique ou violon heureux. C'est le chant du cygne. Et c'est très beau. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Frédéric, merci à Maxime. Amis de TV Liberté, à tout de suite pour une seconde chronique de Perles de Culture. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir pour cette chronique « Je lis, donc je suis » le grand romancier, l'historien Gérald Messadier. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous venez nous parler d'un livre ce matin très riche, publié chez Michel de Maulle, qui s'appelle « Autopsie de l'atroce XXe siècle ». Et vous nous faites partager cette citation de Bernanos que je trouve parfaitement définie pour le XXe siècle. La guerre totale est la société moderne elle-même à son plus haut degré d'efficience. La guerre totale, pouvez-vous nous expliquer cette définition? C'est la mobilisation de toutes les forces des individus et des sociétés pour la destruction d'un adversaire, dans l'oubli intégral de ce que représenterait cette destruction
parce que c'est une destruction de soi-même aussi. Nous, les deux guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité l'ont démontré. Nous, Occident, nous nous sommes affaiblis dans ces guerres et nous voyons maintenant le résultat. Absolument, oui. Dominique Vénère a même eu cette expression selon laquelle ces deux guerres ont été un suicide de l'Europe. Oui. Alors, vous présentez des faits terribles qui n'ont pas été beaucoup mis en valeur et qui, pour certains, sont particulièrement inconnus. Le premier, pendant la guerre de 14, vous rappelez que dès le 5 mars 1917, l'empereur Charles d'Autriche veut négocier la paix, que 25 semaines vont suivre et qu'on lui répondra non. Il envoie une lettre manuscrite par l'entremise de ses deux beaux-frères, les princes Xavier et Sixte de Bourbon-Parme, oui. Les frères de son épouse. Il offre un cessez-le-feu, la fin des hostilités de l'Autriche-Hongrie, qui a infligé d'ailleurs une défaite abominable à un de nos alliés, l'Italie. À Caporetto, ils ont perdu en 48 heures 300 000 hommes. Mais c'est une chance inouïe pour la France et pour l'Europe entière, puisqu'on va arrêter les massacres, on va évidemment dévaster l'Allemagne, ne pourra pas résister toute seule. Bon. Le roi d'Italie, le roi de Belgique, une énorme partie des dirigeants européens sont favorables à ce cessez-le-feu. Eh bien, il n'aboutira pas à cause du fait que Poincaré veut se venger de 70 et évidemment de la proclamation, je le reconnais, complètement ridicule de l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces à Versailles. C'est un des moments les plus pathétiquement ridicules de l'histoire d'Europe. On va continuer donc à détruire et à tuer pendant un an. Ouais. Voilà, ça c'est un fait qui me révolte. Comment cet homme n'a-t-il pas vu l'ampleur du massacre général? Même si l'on en sortait vainqueur, on était quand même vaincu. On avait perdu des forces vives. Bien sûr. Incidemment, je me permets de rappeler que c'est la raison pour laquelle je pense que l'Empire a été désastreux, parce que nous avons déjà commencé le déclin. Napoléon a coûté 1 million de morts à la France. Absolument. Mais nous étions dans cette mythologie parfaitement destructrice. Est-ce qu'il y a un autre personnage qui était opposé à cette négociation, c'est Clémenceau? Oui, c'était Clémenceau aussi, il ne voulait pas. Il fallait écraser la Prusse. N'est-ce pas? Il pensait que c'était la Prusse. Quand on lit la littérature de l'époque, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il se représente le Reich comme un État prussien. Ils oublient que 3 ans avant l'unification de l'Empire, la Bavière était en guerre contre la Prusse. Oui. Alors, il y a une ignorance assez grave de la part des dirigeants. Ils ne connaissent rien, ils ont simplement la vengeance. D'ailleurs, cette vengeance elle-même va être fatale, puisque la misère à laquelle ils vont réduire l'Allemagne va entraîner la naissance de ce mouvement qu'est le national-socialisme. Absolument, absolument. Et puis il y avait aussi l'antagonisme de régime. Le républicain ne supportait pas un empire. Ouais. L'empire il voulait écraser. L'empire très catholique. Il voulait écraser l'empereur. Bon, on a vu le résultat. On a vu le résultat. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous faites le même raisonnement pour la guerre de 39-45. Exactement. Avec ce personnage dont on sait si peu de choses, Rudolf Hess, qui arrive en Angleterre avec des propositions de paix. Exactement. Il y avait d'abord, depuis 1938, un mouvement chez les officiers allemands, plusieurs officiers allemands, pas tous évidemment, qui a engendré 49 complots visant à tuer Hitler ou à le neutraliser. Ces complots ont échoué pour une raison très simple, c'est qu'ils avaient assez de bon sens. Ils voulaient arrêter à la fois Hitler et Himmler
Parce que arrêter Hitler et laisser la main libre, le champ libre à Himmler, n'aurait mené à quasiment aucun changement. Le travail était à refaire. Alors, Hess, qui est quand même vice-Führer, Oui. c'est-à-dire qu'il a des responsabilités. Bon, je veux bien que le personnage soit discutable, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas agir, qui est d'ailleurs en suggestion psychologique à l'égard de Hitler. Il s'y prend à 4 fois pour faire sa traversée en avion à la propriété du duc de Hamilton, qu'il a bien choisi, parce que Hamilton fait partie de la Golden Dawn Society, qui est très très liée à la Thule-Gesellschaft. Ce sont 2 sociétés secrètes un peu fumeuses, mais il sait très bien que Hamilton le recevra. Il s'y prend à 4 fois. Il faut complètement ignorer ce qu'était l'Allemagne et la surveillance à laquelle étaient assujettis même les chefs. 4 tentatives de décollage n'auraient jamais passé inaperçues. Hitler ne pouvait pas l'ignorer, il était d'accord. Il propose donc, il part et il veut ouvrir des pourparlers avec Hamilton, mais il demande que Churchill en soit exclu, car il y a une faction de la paix qu'on appelait jusqu'en 1940 la faction Halifax, qui veut la paix. Elle ne veut pas. Elle sait très bien ce que sont les conséquences des massacres, des bombardements et de la destruction générale. Churchill ordonne de le tenir en isolement complet. Bon. Nous avons plus fort, et je le révèle, c'est une révélation, en 1942, pendant que la Luftwaffe bombardait Londres, il y avait, ça m'a été confié par un témoin. D'ailleurs, je rapporte. Il y avait au 2e sous-sol du Foreign Office 5 hommes qui regardaient, qui comparaient des films de guerre allemands et anglais. Au premier rang était assis Winston Churchill et le chef du contre-espionnage allemand, Walter Canaris, venu en sous-marin, lui aussi proposer la paix. Il voulait s'emparer de Hitler, le juger et éventuellement le faire fusiller. Aucun résultat. Aucun résultat. Je trouve ça... Mais c'est inimaginable. Vous avez une énorme conspiration d'officiers et de généraux et de gens très... dont Rommel. Rommel qui a également fait partie de ces mouvements. Et non, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte. Alors, il voulait la guerre. Il voulait la guerre. Il y a entre les deux... la guerre totale. La guerre totale. Et il y a entre les deux un événement qui, pardonnez-moi, si je m'agite encore, il a eu lieu il y a presque un siècle et je suis ivre d'indignation quand j'y pense. En 1920, le maréchal Franchet d'Espéré, commandant en chef de ce qu'on appelait les armées d'Orient, confie au général Pierre-Maurice Chanin la vie d'un homme extrêmement important dont on a même oublié le nom, c'est l'amiral Kolchak. C'est le chef des armées blanches. Oui. On va en reparler parce que c'est une énorme affaire, l'affaire Kolchak. On va en reparler, mais on termine avec donc ces 2 tentatives de négociation, Première Guerre, Seconde Guerre mondiale, et Hess. Et vous soulignez que Hess reste dans l'isolement total après la guerre et jusqu'à sa mort, à la demande expresse des Soviétiques. Des Soviétiques qui ont parce que les Soviétiques ont subodorer. Oui, ils ont compris, ils avaient des espions évidemment chez les Anglais, ils ont compris que Hess était venu proposer la paix. Staline a posé personnellement la question à Churchill, pourquoi vous ne le faites pas fusiller ? Et c'est la vindicte de Staline à l'égard de Hess qui a été la cause du traitement absolument... Hess est un des rares hommes qui n'ait participé à aucun des massacres. Rien. Alors, que pensez-vous de cette théorie qui commence à se faire jour, selon laquelle, en fait, Hess savait très bien que Katyn
était le fait des Soviétiques et non pas des Allemands, et que les Soviétiques interdisaient donc la libération de Hess pour que ce secret terrible soit gardé. Parce que les Soviétiques ont éliminé sciemment toute personne ayant eu connaissance du massacre et voulant témoigner. Donc, et Hess, oui, c'était tout à fait plausible. On n'en parle jamais, ça non plus. Non, mais à mon avis, il faudrait une autre commission d'historiens pour travailler de nouveau sur la véritable histoire de la guerre, sur l'affaire von Paulus, sur des tas de détails, sur Rommel, sur la fureur et le découragement des états-majors allemands face aux ordres des tourneaux de Hitler. De Hitler. Alors, c'est parfaitement plausible parce que Hess avait un système d'information extrêmement poussé. Donc, les militaires, et les militaires, on n'ose pas appeler modérés, c'est-à-dire ils étaient prussiens, ils défendaient d'abord la patrie. Ils en référaient à cet homme qui, malgré tout, n'avait pas les partis pris effroyables d'un Heydrich ou d'un Himmler. Bien sûr, bien sûr. Et ils s'en référaient et lui rapportaient les informations qu'ils avaient. Mais je pense qu'on n'a pas du tout encore analysé les conséquences de Katyn et qu'on se garde bien d'ailleurs d'en parler puisque Katyn a été fait par les Alliés et donc les Alliés de la grande démocratie. Et donc il ne faut pas en parler. Vous abordez beaucoup ce problème. Peut-être... alors, on va terminer la guerre de 1945 avec Nuremberg. Vous montrez que Nuremberg, c'est la justice des vainqueurs et qu'on se garde bien de parler de certains inculpés qui ont été, par exemple, en rapport étroit avec les États-Unis. Oui. Bon. Ils représentaient, il ne faut quand même pas oublier, il faut le dire, c'est que les frères Dulles, Foster, qui était secrétaire d'État, et son frère Allen, qui est le fondateur de l'OSS, devenu la CIA, servaient de porteur de part aux gens de l'IG Farben, c'est-à-dire la grande société de chimie allemande qui fabriquait par hasard le cyclone B. Beaucoup de choses. Vous apprenez beaucoup de choses, en effet, sur les relations entre les États-Unis, les industriels américains et tous les gens qui étaient utiles. Oh ben non, on les oubliait, on va se concentrer sur 25. On a choisi 25 au hasard Balthazar. Oui, absolument. Alors, revenons en arrière, et vous évoquez en effet la trahison des Russes blancs et la trahison de l'amiral Kolchak. On ne sait pas aujourd'hui, on ne sait pas encore aujourd'hui, en 2014, que la révolution bolchevique a failli être balayée par les armées blanches. Les troupes blanches étaient aux portes de Saint-Pétersbourg. Elles allaient emporter Moscou. Elles auraient fait en sorte que ces mois de désordre, ces 2 années de désordre, 3 années, pardon, n'aient jamais eu lieu. Simplement, elles attendaient comment dirais-je, elles consultaient sans arrêt les Alliés. Mal leur en a pris. En 1920, elles avaient encore un chef extrêmement respecté, qui représentait près d'1 million d'hommes, l'amiral Kolchak. En 1920, Kolchak doit se rendre en Sibérie, parce qu'une bonne partie des troupes américaines, japonaises se trouvent là-bas. Il faudrait organiser une action commune à laquelle, bizarrement, les Américains ne sont pas favorables. Le maréchal Franchet d'Espéré, donc je disais, chef des armées d'Orient, confie au général Pierre-Maurice Janin la garde personnelle de Kolchak pendant son trajet sur le transsibérien. Et en route, Janin, qui de son propre gré n'aime pas Kolchak, il dit « c'est l'homme des Anglais ». Et alors, même si c'était l'homme des Anglais, il le livre aux bolcheviks qui le fusillent presque tout de suite.
les armées blanches sont totalement démoralisées et elles finissent par perdre tout intérêt stratégique. Clémenceau est indigné par la trahison de Jeannin. Les textes sont dans les archives du ministère des Affaires étrangères. Oui. Mais personne ne se rend compte des conséquences inimaginables de la trahison de Jeannin. C'est la plus grosse trahison du XXe siècle. Cet homme a livré la Russie aux bolcheviks en livrant l'amiral Kolchak. Et livré des millions de Russes à la mort certaine. Et des millions de morts. À la mort immédiate et à la mort en goulag. Ou à la famine, comme en Ukraine, la famine organisée par Staline. Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, Gérald Messadier, venons-en un petit peu à la métapolitique. Vous dites que tout cela, c'est de la faute du modèle idéal de l'Occident, les 3 V, volonté, virilité, vigueur. Mais en vous lisant, d'abord, ces 3 V, volonté, virilité, vigueur, ne me semble pas la définition de cette époque. Ces 3 V, pour moi, c'est la définition du monde médiéval. Mais la définition d'une époque médiévale monarchique et chrétienne. Par contre, aujourd'hui... Pas chrétienne. Le reproche, pardonnez-moi, le grand reproche que je fasse à la culture de cette... est justement de n'avoir pas été chrétienne. Oui. Parce que le XXe siècle, c'est plus trop les 3 L, laisser aller, lâcheté et laïcité. Si vous voulez, je veux bien, mais le christianisme a été complètement oublié de l'idéal. L'idéal européen était un idéal païen, c'était l'idéal du romain. Imaginez que Rome était le modèle absolu, pratiquement obsessionnel de beaucoup de grands esprits. On ne pouvait pas imaginer Rome, pas la Grèce, curieusement. On ne pouvait pas imaginer de construire un bâtiment officiel qui n'est un fronton triangulaire avec les colonnes. Oui. Bon, il y a d'autres façons de faire l'architecture. Quand les 2 Anglais, M. Rolls et M. Royce, veulent construire une grande voiture, imaginez que la calandre a la forme d'un temple romain. Oui, c'est vrai. Bon, attendez, il y a eu l'enseignement de Jésus. Ce n'est pas parce que je suis chrétien, c'est parce que j'ai beaucoup étudié les religions. Oui. C'est l'enseignement le plus noble, le plus élevé de toutes les religions que je connaisse. Il demande l'harmonie, la paix et l'amour d'autrui. Si nous avions été chrétiens, l'Occident ne serait pas au point où il en est. Absolument. Voilà, c'est ma plus grave accusation. On a été élevé dans l'amour de la guerre. Je vois qu'on vient de découvrir 4 poèmes d'Apollinaire. Oui. Et qu'est-ce que je lis dans un de ces poèmes? Je suis devenu merveilleusement brutal, ou d'une brutalité merveilleuse. Bon, enfin, mon pauvre ami, ce n'est pas l'idéal d'un chrétien. Mais vous savez qu'Apollinaire avait beaucoup d'humour. Oui, je pense que le fait qu'il le dise... Non, mais il l'a déjà dit, il avait dit « Ah, mon Dieu, Dieu, que la guerre est jolie ». Oui, oui non, alors... Non. Oui, mais Non, pardonnez-moi. Quand on connaît je l'aime beaucoup fin... comme poète. Oui. Je trouve que c'est un poète merveilleux. Voie lactée aux sœurs lumineuses et blancs aux yeux de Canange. Je peux réciter la chanson d'une Malée, mais là, il y a eu un aveuglement général. Oui. La guerre, la destruction. Tu détruis l'autre et tu te détruis toi-même. Le résultat est là. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et vous avez raison. Et la guerre totale, non pas seulement la destruction de l'armée de l'ennemi, mais la destruction du peuple entier. Voilà. On l'a vu. C'est profondément antichrétien. Ouais. Il n'y a pas une religion dans laquelle la sottise de la guerre totale soit éclairée plus brutalement que le christianisme. On voit très bien que si on avait été... Et il y a une chose, peut-être, m'autoriserait à en parler, une chose qui me touche beaucoup, profondément,
ce sont toutes les trêves spontanées qui ont eu lieu pendant la guerre de 14. Oui, vous le soir de Noël, oui. Mais il y en a eu, ce n'est pas la seule. Non. Le soir de Noël, les Allemands et les Anglais cessent spontanément de tirer. Mais on en a les larmes aux yeux, quand vous savez, c'est leur vie qui est en jeu. Ils arrêtent de tirer, ils vont les uns vers les autres, accolades, ils échangent des boissons chaudes, etc. Et ce n'est pas la seule fois. Le peuple ne voulait pas cette guerre. Le soir de la naissance de Jésus, il voulait arrêter de tuer. Ça a été immortalisé d'ailleurs dans un très beau film. Un très beau film. Oui. Mais ce n'est pas la seule trêve. Il y a eu d'autres trêves, spontanées. Alors je suis, je suis indigné. Merci beaucoup Gérald de Messadier de nous faire partager votre indignation. Cette autopsie de l'atroce XXe siècle, publiée chez Michel de Maulle, est riche d'informations qui ne sont absolument pas courantes. Et c'était bon que vous les exprimiez. Et merci beaucoup, Gérald Messadier. Et moi qui vous remercie. À tout de suite, amis de TV Liberté, pour une autre séquence de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, nous voici arrivés à notre dernière séquence de Perles de Culture. Touche pas à mon patrimoine, avec Maxime Gabriel, notre grand spécialiste. Notre grand spécialiste, je ne sais pas, mais en tout cas, on peut remercier d'abord, ma chère Anne, tous nos amis qui nous regardent et qui ont pris la peine de rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission, parce que beaucoup regardent la première séquence de cinéma et ensuite restent dans cette actualité immédiate et ne vont pas jusqu'au bout des choses, donc merci à eux. Continuez à nous regarder jusqu'au bout, ça nous fait plaisir, on adore que vous nous envoyiez des messages ou que vous nous en parliez en vrai quand on vous voit. Voilà, alors effectivement, la nouvelle de la semaine, presque un épiphénomène, c'est la tour Triangle. La tour Triangle à Paris. Anne Hidalgo a encore du mal avec les grands objets pointus et triangulaires. Après le sapin de Noël de la place Vendôme, qui n'en finit pas de se dégonfler, c'est la tour Triangle qui n'en finit pas de ne pas se construire. Mais heureusement, la maire de Paris, qui est socialiste, est donc une grande démocrate, et ça tombe bien puisque comme le Conseil de Paris a voté contre, et pas seulement l'UMP, mais aussi le Front de gauche et même les écologistes, et du coup elle a déclaré que le scrutin était illégal et qu'il fallait en refaire un. C'est bien connu. Quand vous votez pour moi, le scrutin est valide. Quand vous votez contre moi, le scrutin n'est pas valide. C'est la démocratie à l'œuvre. Ce qu'on peut quand même se demander, c'est à quoi sert cette tour Triangle, parce que tous les architectes nous disent Paris a besoin d'un symbole, comme si Paris manquait de symbole. Paris a besoin d'un repère. Bon, mais que la tour soit construite par Unibail-Rodamco, c'est très bien. Avec le milliard qu'on leur a donné pour construire les Halles, je pense que la moindre des choses, c'est qu'effectivement, ils nous fassent une tour gratuite. Mais une tour, pourquoi faire ? Quel est l'usage ? C'était une tour de bureau, sans aucun aménagement des environnements. Absolument, mais surtout, c'est vrai que tous nos téléspectateurs parisiens savent qu'à Paris, on ne voit jamais de pancarte bureau à louer. Il y a quand même 200 000 mètres carrés de bureaux vides dans la capitale. C'est donc le moment d'en construire davantage pour que les prix baissent un peu. C'est ça le bon sens à la manœuvre dans la ville de Paris. Alors j'ai une plaisanterie. Woody Allen a rencontré Monsieur Isocel et il a le plan d'un nouveau triangle. Alors moi, je voulais parler cette semaine d'un sujet un tout petit peu plus sérieux, ma chère Anne, puisque nous sommes quelques jours après le 11 novembre, et vous savez que le 11 novembre, le président de la République a inauguré un nouveau monument d'un style un petit peu particulier, qui est dans le Pas-de-Calais, puisque plus de 500 000 soldats sont morts pendant la Première Guerre mondiale dans le Pas-de-Calais. En fait, cette année, le centenaire de 1914, ça n'aura échappé à personne. Et à Notre-Dame de Lorette, alors il ne s'agit pas de l'église ni de la Sainte, mais du lieu qui est donc dans le Pas-de-Calais, à côté d'Arras. Un nouveau mémorial qui est quelque chose de tout à fait exceptionnel. On va voir des photos. C'est d'abord un monument qui fait 340 mètres de périmètre, puisqu'il s'agit en fait d'un gigantesque cercle en métal avec différentes plaques qui constituent ce cercle, sur lesquelles sont gravés les noms de tous les soldats qui sont morts à la guerre. Et ce qui est tout à fait innovant, c'est qu'on les met tous par ordre alphabétique. Donc les officiers sont mélangés avec les soldats.
les Allemands, les Français, les Britanniques, tout le monde est mélangé. C'est donc une œuvre de rassemblement européen pour toutes les victimes de la guerre, puisque c'est vrai que 100 ans plus tard, les motifs de la guerre de 14-18 peuvent paraître un tout petit peu superflus et qu'il y a autant de victimes du côté des Allemands que du côté des Français ou des Anglais, etc. Et donc, tout le monde est mis ensemble. C'est l'idée de Franco qui prévaut, la vallée de Los Caídos. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est un projet qui a été initié par le ministère de la Défense en 2011, subventionné bien entendu par la région et par le Conseil général, puisque vous savez que le Conseil général s'occupe de la solidarité et que là, il s'agit vraiment d'une mission de solidarité. Mais il s'agit aussi d'une mission patrimoniale, parce que c'est quand même l'ensemble de ces sites, hein, on va en parler tout à l'heure, mais il y a une vingtaine de sites importants dans la région qui attirent quand même près d'1,5 million de visiteurs chaque année, donc il y a un business qui est extrêmement important. Et il s'agissait là donc de créer un nouveau bâtiment qui soit je dirais pas une nouvelle attraction comme un Euro Disney, mais en tout cas un nouveau motif de visite. C'est-à-dire que non, c'est un pèlerinage, parce que le nombre de familles françaises qui ont perdu... Exactement, c'est un pèlerinage républicain. Un membre, voilà. Et le tout est construit à Notre-Dame-de-Lorette, qui lui-même... Pourquoi vous dites républicain? Non, il y a des tas de monarchistes qui sont morts. Oui, c'est vrai, mais pour moi, la guerre de 14, c'est d'ailleurs intéressant si... C'est une affaire républicaine. C'est une affaire, pour moi, qui est le fondement de la République, parce que c'est le moment où républicains et anti-républicains meurent tous pour la France et se rassemblent pour la France. Il y a une série que j'aimais beaucoup des années 70 ou peut-être début 80 qui s'appelait Au plaisir de Dieu. Vous savez, tiré du roman de Jean d'Ormesson, qui est assez tragique d'ailleurs. Et dans le deuxième épisode, le premier épisode c'est sur les inventaires, le deuxième épisode c'est la guerre. Et à l'issue de la guerre, le chef de famille qui a perdu plusieurs de ses enfants et petits-enfants se retrouve à écouter la Marseillaise sous le drapeau tricolore avec le maire qui inaugure le monument aux morts pour toutes les victimes. Et là, il y a un rassemblement à travers la mort. C'est ce qu'on a appelé l'union sacrée. C'est l'union sacrée, absolument. Donc c'est assez intéressant et c'est pour ça que je dis républicain, parce que pour moi la République est née à partir de ce moment-là, la République au sens, la République reconnue par tous, ou en tout cas presque tous, ce qui n'était pas le cas encore auparavant. Tolérée par tous. Ou tolérée par tous, mais en tout cas plus rejeté par une grande partie de la population. Donc ce monument est assez intéressant parce qu'il est aussi dans le mausolée, pourrait-on dire, de Notre-Dame de Lorette. Alors Notre-Dame de Lorette, donc à côté d'Arras, c'est une chapelle, une collégiale dans le style byzantin qui remplace une chapelle du XVIIIe siècle qui avait été détruite par les bombardements. Donc là, c'est une chose un petit peu chou à la crème, mais comme on aimait bien les faire à cette période-là, autour des thématiques de la rédemption, du rachat, etc., avec autour plusieurs dizaines de milliers de tombes individuelles et collectives. Et puis maintenant, un petit peu à l'écart, parce que tout ça est classé monument historique, le nouveau mémorial inauguré par le président de la République. Extraordinaire. Cet anneau très beau. Très beau. Objectivement, c'est très réussi. Donc on peut le saluer parce que c'est quand même pas si courant que ça. Alors, il y a quand même des choses qui sont intéressantes dans la façon dont c'est présenté. Par exemple, on nous explique, c'est le ministère de la Défense qui le dit, qu'on ne fait ni distinction de grade, ni distinction de nationalité, ni distinction de religion, et que c'est un geste fort de dignité et de respect. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Moi, je pense qu'on peut tout à fait mettre le nom des gens et la religion des gens. Ce n'est pas parce qu'on dit que quelqu'un était catholique qu'on lui manque de respect. Voyez ? Non, mais c'est tout simplement pour éviter de montrer noir sur blanc que ce sont les catholiques qui ont le plus. Mais j'ai trouvé la formule tout à fait intéressante. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à cette occasion, donc pour le mémorial, il y a un site internet qui a été lancé par le ministère de la Défense, qui permet de retrouver ses ancêtres ou ces gens de sa famille qui sont morts à la guerre. Ça se trouve très facilement sur internet. On tape son nom de famille ou un nom de famille, parce qu'on a aussi des ancêtres par les femmes qui ne portent pas notre nom de famille. Vous le savez. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on voit donc leur fiche avec l'endroit où ils ont été tués, la date de la mort, leur date de naissance, etc. C'est un joli travail de mémoire. C'est presque du patrimoine immatériel, mais c'est du souvenir et je pense que c'est plutôt intéressant. Alors, au-delà de la question de ce nouveau mémorial, qui est encore une fois très beau comme on l'a vu sur nos écrans, je pense qu'on peut élargir un petit peu la chose et parler des cimetières, puisque finalement, les cimetières au sens cimetière militaire, sont nés en France avec la Première Guerre mondiale, puisque c'est déjà quelque chose qui existait bien avant, notamment aux États-Unis. Mais en France, auparavant, on ne faisait pas de cimetières militaires comme on les fait aujourd'hui, c'est-à-dire que soit on renvoyait les restes
aux familles, soit on faisait une fosse commune, et puis on enterrait tout le monde ensemble, ou tous les restes ensemble, parce que parfois, bon, le mot reste est plus approprié. Et à partir de la Première Guerre mondiale, on a fait en France ce que faisaient les autres, c'est-à-dire qu'on a pris plusieurs décisions. La première décision, c'est que dans la mesure du possible, on donnait une sépulture individuelle à la personne qui était morte, soldat ou officier, ce qui est déjà une reconnaissance de son individu. Hein. Il n'est pas membre d'un tout qui est mort. Voilà. Il existe en tant que tel, donc ça permet aussi la mémoire, le fait qu'on aille sur sa tombe. Quand ce n'est pas possible, évidemment, fosse commune. Et puis surtout, on a accepté de donner des cimetières aux étrangers. C'est-à-dire qu'on a accepté que les Allemands aient un cimetière en France pour leurs morts en France, comme les Français ont des cimetières en Allemagne, etc. Donc il y a déjà un échange international. Et anglais. Et anglais et américain, peu importe. Donc cet échange international existe déjà. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de cimetières de ce type qui existent en France, dont certains sont très bien gérés d'ailleurs par les Anglais ou les Américains. C'est l'État qui s'en charge, à perpétuité. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que c'est aussi une destination touristique importante, c'est un lieu de mémoire qui est important. D'un point de vue patrimonial, même s'il n'y a pas grand-chose à voir, c'est la symbolique qui est extrêmement forte. Et ce qu'on peut préciser aussi, c'est que beaucoup ont été reconstitués après la guerre, puisque pendant les conflits, généralement, on faisait des petits cimetières si j'ose dire, de circonstances. Et puis après la guerre, ce travail de mémoire a permis de créer des cimetières uniformes. Hein. Ces cimetières-là n'ont pas été créés pendant la guerre. On n'a pas dit en 1916, tiens, on va créer le cimetière à Notre-Dame. Non, c'est en fait des milliers de cimetières qui ont été réunis en centaines de cimetières. Donc c'est plutôt intéressant. Et tout ça, encore une fois, est né avec la guerre de 14-18, même si déjà pendant la guerre de 70, on commençait à réfléchir à la question. Donc il y a aujourd'hui 265 nécropoles nationales qui existent en France, dont une partie sont gérées par des pays étrangers. Il y a aussi 2000 carrés militaires dans les cimetières communaux et il y a 2000 cimetières français situés à l'étranger. Alors pas que pour la Première Guerre mondiale, pour l'ensemble des guerres, mais il y en a quand même 2000 dans 78 pays, donc ça en dit quand même long sur l'envergure des missions de la France. Ces nécropoles en France abritent 740 000 corps et 240 000 ossuaires, et 88% sont des corps des soldats de la Première Guerre mondiale. Donc là aussi, on voit qu'elle a été extrêmement meurtrière, et parmi les principaux, on a évidemment donc Notre-Dame de Lorette qui est dans le Pas-de-Calais, on a Fleury de Vendoux-Aumont qui est le 55, c'est la Meuse, si ma mémoire est bonne. On a Sarrebourg, on en a le Rayol-Canadelle-sur-Mer dans le sud de la France, on a aussi Hervaux dans les Deux-Sèvres. Enfin, il y en a un petit peu partout, évidemment, surtout sur le front du nord et de l'est, qui sont les plus marqués. Les plus marqués, mais troisième étape de ce petit parcours du patrimoine de la guerre, c'est les monuments aux morts, que tout le monde connaît, puisque ce que les nécropoles sont au niveau national, ils le sont au niveau local. Alors là aussi, c'est une innovation qui est assez propre à la Première Guerre mondiale, puisque l'idée de faire des monuments aux morts, ça a commencé dans les années 1780 pour la guerre d'indépendance américaine, puisqu'il y a eu des soldats nancéens qui sont morts pendant la bataille de Yorktown en particulier. Et donc, il y a un monument aux morts qui a existé à partir de 1784 pour célébrer ces morts de la bataille de Yorktown. Ensuite, Lucien Bonaparte, sous l'Empire, avait imaginé un système qui aurait été une colonne départementale, à l'époque, vous savez, on aimait les arcs de triomphe et les colonnes, qui, je cite, aurait été édifiée à la mémoire des braves du département morts pour la défense de la patrie et de la liberté. Sur lequel on aurait mis le nom de tous les militaires domiciliés dans les départements qui, après s'être distingués par des actions d'éclat, seraient morts sur le champ de bataille. Voilà. Donc c'est exactement la même chose que l'Arc de Triomphe, sauf que l'Arc de Triomphe, évidemment, c'est uniquement des hauts militaires, et d'ailleurs pas tous morts, parce que certains étaient encore vivants, mais à l'échelle du département. Alors ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait, mais vous voyez que l'idée déjà était là. En 1870, pas non plus de monuments, mais c'est seulement à partir des années 20 qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour la mémoire des morts. Donc il y a à peu près 36 000 monuments aux morts qui ont été construits dans les années 20 et 30, ce qui répondait à une logique à la fois mémorielle. Il s'agissait de montrer que l'État s'intéressait aux morts et que les communes s'intéressaient aux morts, de permettre aussi aux familles de faire leur deuil ou d'avoir un outil de deuil à proximité, puisque quand vous habitez au fin fond de l'Auvergne, vous ne pouvez pas forcément aller à Douaumont tous les jours. Bon.
Et puis, c'est aussi une dynamique sociale, puisque ça permettait de donner, en période de reconstruction et d'économie un peu morose, du travail aux sculpteurs, aux architectes, etc., etc. Donc c'était l'occasion de donner du travail aux artistes. Il y a quelques dizaines d'artistes d'ailleurs qui ont fait l'ensemble du parc français. Donc c'est toujours d'ailleurs à peu près les mêmes formes. On va en voir quelques-uns à l'écran que j'ai trouvé jolis et que j'ai choisi pour préparer cette émission. Moi j'avoue que je suis toujours très émue quand je regarde un monument aux morts et je le regarde, je le contemple. Et je trouve que ces sculpteurs ont tout de même du génie. Exactement. Mais c'est souvent d'ailleurs des sculpteurs qui travaillent. Ils ont certainement dû, ces monuments ont certainement dû être une consolation pour les familles, pour les mères, pour les épouses, pour les sœurs. Bien entendu. Vous vous souvenez de ce film très joli avec Philippe Noiret et Sabine Azéma, où l'on voit les réactions de tous ces monuments Oui, c'est vrai. Mais dans une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Downton Abbey, que suivent, j'imagine, beaucoup de nos téléspectateurs, on arrive à la saison actuelle à la construction du monument aux morts dans le village, avec une question de fond qui est que le neveu de Mrs. Patmore, la cuisinière, a en fait été volontaire mais a déserté et donc il a été exécuté. Et donc pour elle, c'est une victime de la guerre puisque il n'a simplement pas eu le courage d'aller jusqu'au bout sans être pourtant anti-guerre ou sans être anti-national. Et donc aura-t-il son nom aura-t-il ou pas son nom? Normalement non. En tout cas en France, ça n'était pas possible puisque il y a eu une loi qui a été faite sur le sujet et les monuments aux morts, c'est la loi qui le dit, sont destinés à honorer la mémoire des concitoyens morts pour la France, sauf dans l'Alsace et la Moselle où c'est les morts à la guerre, évidemment, puisque les morts pour la France étaient pas français avant 14 Alors vous avez raison, les morts à la guerre, mais il y a aussi les morts dans le débarquement en Normandie. Il y a c'est pas la Première Guerre mondiale. Si non, pardon, mais dans les monuments aux morts de la Deuxième Guerre, les femmes mortes pendant les bombardements, certaines femmes mortes pendant les bombardements, et ça, sont sur les monuments aux morts. Une nouveauté aussi, parce qu'il y a une loi qui a été... il y avait une première loi du 25 octobre 1919 qui disait qu'on pouvait écrire le nom d'un défunt lorsqu'il était décédé au cours d'une guerre ou d'opérations assimilées à des campagnes de guerre et titulaire de la mention « mort pour la France ». Donc s'il y avait écrit « mort pour la France » sur le certificat de décès, il avait droit au monument aux morts. Et uniquement dans la commune dans laquelle il était dernièrement domicilié. Donc on ne pouvait pas, par exemple, choisir une autre commune comme la commune de naissance. Et depuis 2012, parce que c'est quand même intéressant de voir comment ça évolue, Mort pour la France, c'est aussi dans la dernière commune ou la commune de dernière domiciliation, mais ça peut aussi être donné à des gens qui sont des victimes, pourrais-je dire, par exemple, d'actes de terrorisme ou sur un champ de bataille, etc. On peut être mort pour la France sans être un soldat actif, au sens strict. Donc tous ces bâtiments, enfin tous ces monuments aux morts appartiennent aux communes. Je pense qu'il faut le dire aussi pour savoir que c'est les communes qui doivent les entretenir et les fleurir. Et ces monuments sont inamovibles. Je connais une petite municipalité. Le maire voulait dégager, parce qu'il trouvait que ce monument prenait de la place ça empêche de faire des parkings. Sur son parking, et il voulait dégager le monument aux morts au cimetière, qui n'était donc pas au centre de la ville, et les administrés ont dit pas de ça. Absolument, mais c'est d'ailleurs très souvent disjoint, même si parfois c'est à côté du cimetière, pour une raison simple, c'est que le monument aux morts n'est pas une tombe. Non. Le monument aux morts est un monument, comme on l'indique. Et donc l'intérêt, je pense que beaucoup de questions se sont posées sur la place du monument aux morts. D'ailleurs, dans Downton, c'est une question qui se pose aussi. Où faut-il le mettre? Faut-il le mettre dans un endroit reculé? Faut-il le mettre au cœur du village? Dans Downton, on choisit au cœur du village parce qu'on y passe tous les jours et tous les jours on repense. Et que ces morts font toujours partie de la vie du village ou de la ville, bien sûr. Des gens. Donc c'est quand même un monument qui est assez intéressant, même si d'un point de vue architectural, c'est rarement extraordinaire. C'est cette accumulation de monuments aux morts qui symboliquement marque le territoire. Par rapport à toutes les statues, tous ces objets non identifiés qu'on nous installe dans les villes, croyez-moi... Vous parlez du sapin de Noël de la place Vendôme?
Entre autres. Alors, ce qui est intéressant, et ce sera mon 4e et dernier volet, c'est que là, dans ces monuments aux morts, on est dans un phénomène qui est purement laïque, c'est-à-dire non religieux. Oui. Sur le monument aux morts, d'ailleurs, il n'y a pas de mention religieuse, ni de symbole religieux. Il y a souvent une Marianne, un soldat, la liberté, enfin des notions. Il y a quelquefois un ange. Hein. Quelquefois un ange, mais c'est quand même assez rare. Oui. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'à la même époque, l'Église, en tout cas une partie de l'Église, et au niveau local en particulier, se dit qu'il faut faire quelque chose pour ne pas laisser le champ de la victimisation de la Première Guerre mondiale uniquement aux laïcs, mais aussi montrer la dimension religieuse de la chose. Et en particulier, on voit émerger un certain nombre de vitraux dans les églises. Alors, il n'y en a pas des milliers, mais il y a quelques centaines d'églises en France qui sont concernées et qui sont généralement édifiées pour témoigner la reconnaissance de la collectivité à ces morts. On est après la loi de 1905, donc c'est toujours des choses qui sont financées par l'Église ou par des donateurs, absolument pas par les municipalités. Donc ça montre bien que ce n'est pas une volonté municipale de le faire, c'est vraiment une volonté religieuse et ou des donateurs, donc on s'inscrit bien dans un champ non laïque. Et d'ailleurs, les représentations sont extrêmement différentes, puisque là aussi, j'ai une sélection de vitraux qu'on va faire défiler à l'écran. Oui. Généralement, on a des thématiques qui sont très éloignées de la liberté ou de je ne sais quel ange un petit peu flou. On a en général une thématique autour de la passion. Évidemment, le soldat met sa vie entre les mains de Dieu et sa mort entre les mains de Dieu, comme le Christ. On a des symboles qui tournent autour du calvaire. La guerre est un calvaire. Bon, c'est assez, ça ne va pas très très loin, mais enfin symboliquement, c'est quand même intéressant. La passion autour de l'espoir et de l'espoir de salut, en particulier pour le soldat qui a donné sa vie. Et puis la Vierge Marie. Bien entendu, parce que la Vierge Marie, assiste elle assiste, elle le réconforte. soldat mourant. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la plupart des cas, sauf exception, on ne voit jamais la mort. C'est-à-dire que le soldat est représenté sans blessure, il porte son habit bleu, qui est impeccable. Il n'est jamais représenté comme une victime sanguinolente, déchirée, déchiquetée, ce qu'étaient la plupart des soldats de la Première Guerre mondiale, y compris des survivants. On n'est pas dans le vérisme. On est dans voilà, il est beau. Il est beau dans la mort. Ça célèbre aussi l'héroïsme, bien entendu, mais ça donne à voir une vision du sacrifice qui est une forme propre du sacrifice. Sauf dans certains cas, et notamment dans le Pas-de-Calais, on observe quelques vitraux où on voit des fonds de désolation. De paysages d'arbres décharnés qui correspondent à une vraie réalité. Mais le soldat lui-même, en général, on voit un soldat qui incarne le soldat mort pour la France, comme la flamme de l'Arc de Triomphe. Le soldat lui-même est propre, héroïque, beau, intègre et complètement versé dans la soumission, à Dieu. Donc ça, c'est quand même, à mon sens, particulièrement intéressant puisque l'iconographie fait sens. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces vitraux ont une vertu pédagogique, parce que, outre le fait qu'ils disent que le soldat est aussi, que dans la mort, le sacrifice, il y a aussi une dimension spirituelle, et que le soldat est aussi un enfant de Dieu, puisque tous ces soldats qui étaient à la guerre n'étaient pas tous des laïcs, loin s'en faut. Ils ont deux intérêts. D'abord, rappeler la place de l'Église dans les combats, et en particulier de tous ces curés qui étaient jusque dans les tranchées, et c'est la fameuse union sacrée dont on parlait en début de chronique. Vous voyez qu'on boucle notre chronique. Donc de montrer que l'Église a été active et absolument pas passive dans les combats. Je pense qu'elle a prouvé son sens du sacrifice et du devoir. Et puis deuxièmement, c'est aussi une forme de catéchisme, puisque comme les vitraux du Moyen-Âge expliquaient la vie du Christ, par exemple, c'est un outil de transmission de la mémoire qui se fait à l'Église. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et j'aimerais citer, si vous le permettez, une église, pour terminer, qui, à mon sens, est celle qui a les plus beaux vitraux sur cette thématique, qui n'est, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ni dans le Pas-de-Calais, ni en Normandie, ni dans l'Est de la France, mais dans le Perche. Oui, elle est à Préau du Perche. Des vitraux extraordinaires, vraiment, qui sont beaucoup moins idéalisés que ce qu'on a évoqué jusqu'à présent. Ils sont beaucoup plus dans la vérité, des couleurs admirables. Ils sont réalisés par les ateliers Champignol, qui étaient, comme vous le savez, au début du XXe siècle, parmi les principaux ateliers de vitraux en France, en tout cas les plus renommés. On va en voir quelques images pour se quitter. C'est vraiment une église remarquable. Si mes sources sont exactes, elle aura d'ailleurs un prix
qui lui sera attribuée par le Pèlerin Magazine, puisque c'est que le Pèlerin donne le prix Un patrimoine pour demain. Et elle le mérite amplement. En tout cas, quand on va dans le Perche, on peut passer à Préau-du-Perche et aller voir cette église qui a des verrières totalement admirables, assez incongrues dans cette campagne plus connue pour ses chevaux et son cidre. Ce qui prouve aussi que la Première Guerre mondiale a fait des victimes partout. Bien sûr. Et donc, qu'il ne faut pas rester prisonnier de ces grandes sépultures du nord de la France et qu'il faut vraiment le voir comme quelque chose de national. Il y a un autre lieu sacré, pour terminer votre exposé brillant, Maxime, c'est l'abbaye de Fontfroide, où ils ont récupéré des vitraux cassés des églises du Nord qui avaient été bombardées. Ils ont récupéré ces bouts de vitraux et ils en ont refait d'autres dans une des salles de l'abbaye de Fontfroide et c'est très beau à voir. C'est un symbole de la reconstruction. Mais regardons vos beaux vitraux. On se quitte sur nos beaux vitraux et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup Maxime. Merci Anne. À la semaine prochaine, chers amis de TV Liberté.